Allez, eh bien, je vous souhaite la bienvenue à toutes et tous. Donc, ce webinaire s'insère dans un parcours des nouveaux dirigeants, des nouveaux élus, avec différentes thématiques. Aujourd'hui, la thématique, tourne autour donc de la responsabilité en fait des dirigeants. Et donc, on a une première partie qui va être présentée par Thomas, qui est directeur général adjoint et qui parlera ah non, ça c'est l'assurance, qui parlera de l'assurance de l'association. On a Manon Corr, qui est salarié au niveau de la fédération et qui est en charge de tout ce qui est juridique, qui présentera la responsabilité de l'élu. Et enfin, ce sera Marie-Christine Auquel, qui est cadre d'État et qui vous présentera les violences sexuelles, enfin les outils et comment on gère la prévention des violences sexuelles et la prévention et le traitement d'ailleurs. Voilà. Moi-même, j'ai oublié de me présenter, je suis Isabelle Végel, donc élue pour le deuxième mandat VP en charge de l'emploi et de la formation, présidente de la commission CFEF. Voilà. Et donc, sans plus tarder, donc c'est Manon qui commence avec la responsabilité des élus, c'est ça? Il est prévu que ce soit Thomas qui commence. Comme vous Pardon, c'est voulez. Thomas. Ouais, Allez, c'est Thomas, pas comme ça gênant. enchaîne plus facilement, parce que j'étais allez-y. partie sur les violences sexuelles et sexistes aussi. Ok, donc je vais partager mon écran puisque j'ai préparé une petite présentation. Excusez-moi. Hop. Vous la voyez tous? Ok, merci Marie-Christine. Parfait. Effectivement, donc une petite présentation j'espère, moins de 30 minutes sur le contrat fédéral de l'assurance, qui inclut bien évidemment les clubs, hein, et l'ensemble des acteurs de notre milieu sportif. Contrat donc auprès de la Maïf depuis 2020, mais qui reprend avec deux objectifs ce soir: vous présenter vos droits en tant que représentant de ligue, comité ou club, et vos obligations également, hein, puisque c'était un des mots du thème de la soirée, donc l'obligation des dirigeants. Sur vos droits, donc faire un premier focus pour signaler que le contrat qui existe, le contrat fédéral, mais qui encore une fois englobe toutes les parties, repose sur quatre axes principaux, hein, qui sont la responsabilité civile, l'assurance défense recours, l'individuel accident et l'assistance rapatriement. J'ai mis des petits acronymes à côté de responsabilité civile: RC, ou individuel accident IA, puisque ce sont les termes qui reviennent souvent, et ce sont bien évidemment les deux sujets principaux que je vais aborder ce soir. Ce contrat, donc, il est signé pour répondre à des assurés, hein, donc tout simplement sur les personnes morales, la fédération, les organismes déconcentrés, donc les ligues et les comités, et les groupements sportifs affiliés. Donc c'est bien un contrat qui englobe nos clubs, et il couvre un certain nombre de personnes physiques, notamment pour ce qui concerne l'individuel accident, mais aussi pour la responsabilité civile d'ailleurs, qui vont être les salariés de fédéraux, ligues, comités et de vos clubs. Les dirigeants, éducateurs, entraîneurs, officiels, juges arbitres, qu'ils soient licenciés ou non, hein, pour toutes ces personnes, rémunérés ou non, les bénévoles et les détenteurs d'ATP, le personnel médical et le personnel technique mis à disposition pour une personne morale assurée. Donc vous voyez, c'est très très large. Ça couvre l'ensemble normalement des personnes qui interviennent sur notre champ d'activité. Les activités assurées dans le cadre de ce contrat, elles sont doubles, hein, c'est-à-dire qu'elles sont divisées entre les activités purement sportives, bien évidemment, puisque c'est l'objet premier de la fédération, mais elles concernent aussi bien évidemment les activités autres que celles ne relevant pas directement du domaine sportif. Sur le domaine sportif, on englobe les compétitions, les séances d'entraînement, tout ce qui va être attrait à la formation, aux initiations, aux stages sportifs ou pas,
mais aussi donc, tout ce qui est action de promotion, exhibition, démonstration, soirée, gala que vous pourriez effectuer au sein de votre club. À chaque fois qu'un sinistre a lieu dans le cadre d'une de ces activités, le contrat fédéral peut faire l'objet de la réalisation d'un avis de sinistre. Et du coup, on reçoit aussi régulièrement la question pour les autres activités que le domaine sportif. Oui, c'est bien évidemment couvert. Si vous êtes victime d'un sinistre dans le cadre d'une réunion administrative, type une assemblée, ou de manifestations récréatives, organisation de repas, de loto, de soirées dansantes, le contrat fédéral est également là pour vous accompagner. Sur l'activité sportive, d'ailleurs, je crois que je ne l'ai pas précisé, mais il n'y a même pas que l'activité tennis de table qui est couverte. C'est-à-dire que vous organisez un stage pour votre club et vous faites des sessions de tennis de table tous les matins, mais les après-midi, vous pratiquez d'autres activités sportives, je ne sais pas, du footing ou des sorties en VTT ou autre, vous êtes couvert aussi par le contrat d'assurance. Voilà. Donc c'est aussi important. Je vais essayer de vous répondre en fonction des questions qu'on reçoit régulièrement. On avait déjà fait un webinaire de ce type en 2020, quand on a changé d'assureur, parce qu'avant on était à MMA, quand on est passé à la Maïf. Donc, le webinaire avait été assuré par notre agent de liaison à la Maïf, hein, qui ne peut pas être là ce soir. Donc c'est pour ça que je vous fais la présentation. Et je vais essayer d'imager à quelques moments avec des questions qu'on avait reçues justement en 2020, puisque je pense que c'est quand même plus ou moins les mêmes questions qui se posent aujourd'hui, hein. Et je vous présenterai en fin de présentation les espaces où vous pouvez retrouver des informations, et notamment cette FAQ qui avait été rédigée avec toutes les questions reçues en 2020. Donc la responsabilité civile, hein, le premier pilier important de ce contrat, avec une première ressource disponible. Donc je ne sais pas si les supports seront suivis aux personnes qui sont présentes ou si on pourra envoyer ne serait-ce que les liens hypertextes ou pas, hein, puisque le service public a mis en ligne une page qui répond à cette question de l'assurance dans les associations sportives. Donc, je vais rester sur le mode diaporama du coup, et puis je présenterai les différentes pages Internet que j'avais prévu de vous montrer en fin de présentation. Mais il y a une page existante, hein, qui rappelle effectivement que la loi impose aux associations sportives, hein, puisqu'on est bien dans le champ, de souscrire une assurance responsabilité civile, voire une assurance bien évidemment pour des véhicules qui sont propriétaires, voire d'une assurance pour les locaux également s'ils sont propriétaires, voire une assurance protection juridique. Là, on est plus dans l'optionnel. Donc la responsabilité civile, qu'est-ce que c'est? Un petit rappel aussi de texte, hein. Donc c'est l'obligation faite à une personne de réparer le préjudice causé à autrui. Et elle se distingue de la responsabilité pénale, puisque l'objet de la responsabilité civile est d'indemniser un dommage, alors que dans le second, la responsabilité pénale, elle est de condamner une violation pénale, et donc généralement de donner une amende ou une peine d'emprisonnement à son auteur. Distinction importante. La responsabilité civile, comment elle se traduit dans le cadre du contrat? Donc, c'est les conséquences pécuniaires pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels, ou non causés au tiers de fait de biens, personnes ou matières générales à l'exploitation ou à la gestion de l'activité de l'assuré. Je suis désolé, je vais quand même lire d'un main de main. Je sais que ça ne se fait pas, hein, de lire complètement ces PowerPoint et de rédiger des phrases un peu complexes dans une présentation PowerPoint. Pour autant, vu le sujet, je vous ai retranscrit certains éléments du contrat, et ce sont des termes voilà, de droit très 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 fixes, donc on ne peut pas y déroger. En résumé, donc c'est les dommages corporels, matériels ou immatériels, en l'occurrence. Vous avez concrètement une question-réponse issue de la FAQ dont je vous ai parlé en préambule, donc une question d'un dirigeant de club qui demandait si un parent qui, lorsqu'il amènerait un de ses enfants à une session d'entraînement, glisserait sur un matériel pédagogique qui traînerait au sol, serait couvert par le contrat d'assurance si jamais ce parent estimait qu'il avait été victime d'un dommage qui nécessite réparation, donc par le club, qui est responsable de la gestion du matériel pédagogique. Donc la réponse est bien évidemment oui, c'est la garantie responsabilité civile, voire défense, est bien acquise au club au titre du contrat fédéral qui couvre toutes les activités organisées par les structures affiliées.
Par la suite, on a parlé là, on a vu un exemple concrètement où vous étiez en responsabilité et donc en besoin de dédommager un tiers dans le cadre de la gestion de votre responsabilité civile. Mais ça va marcher également dans l'autre sens, hein, puisque la garantie elle est étendue aux dommages des biens matériels ou immatériels. Alors là, c'est aussi important que je note et que je m'attarde sur la distinction, hein. C'est des biens qui vous sont confiés ou loués pour une durée maximale de 30 jours. C'est-à-dire, toujours dans l'exemple précédent, si vous exercez au sein d'une municipalité qui vous prête du matériel, qui vous prête les tables, qui vous prête du petit matériel sportif, et que vous n'avez pas un usage exclusif pendant une période d'au moins 30 jours de ce matériel, sous-entendu qu'il est partagé, donc dans un cas très concret, par exemple avec les scolaires, si jamais il y a amené à avoir un dégât au cours d'une séance sur un de ces matériels, le contrat fédéral couvrira le sinistre. À l'inverse, si vous êtes propriétaire du matériel, ou si vous en avez un usage exclusif, dans le sens où la municipalité acte que vous êtes les seuls utilisateurs du dit matériel, et qu'il n'y a jamais un sinistre sur ce matériel, vous ne pourrez pas faire jouer le contrat d'assurance fédérale. Et c'est pour ça que la fin de ma présentation est axée sur les offres de contrats complémentaires proposées par la Maïf à disposition des clubs. Très honnêtement, je vais faire du coup un petit peu de publicité pour un produit d'assurance de la Maïf. On n'est pas commissionné, il y a aucun aspect financier derrière. C'est vraiment pour vous exposer toutes les possibilités ouvertes et vous avertir que quand bien même il y aurait ce contrat de base fédérale qui englobe les clubs, il y a beaucoup de limitations, de restrictions voilà, qui font que la situation dans laquelle vous êtes, vous, fait que vous n'êtes peut-être pas couvert entièrement. Donc ça vaut le coup quand même de bien se renseigner et de souscrire un contrat complémentaire si nécessaire. L'exemple concret qui avait été demandé en séance en 2020 hein, était de savoir si un club utilise un local qui n'est pas exclusif mais partagé avec plusieurs sections sportives, il faut prendre un contrat complémentaire ou pas. Donc la réponse de la Maïf a été de dire que s'il s'agit d'une occupation de manière intermittente par créneau horaire, c'est bien garanti par le contrat fédéral. Par contre, si le club stocke du matériel de manière permanente dans ses locaux et qu'il en est propriétaire, ça ne sera pas couvert par le contrat fédéral. Donc ça rejoint exactement ce que je vous ai dit. Autre demande régulière qu'on reçoit au niveau du siège fédéral, c'est tout ce qui concerne le vol. Donc effectivement, le vol est inclus dans le contrat fédéral. Pour autant, comme tout contrat fédéral, et c'est exactement ce que je viens de dire, hein, il y a énormément d'exclusions. C'est impossible de vous retranscrire. Il doit faire 90 pages, hein, le contrat d'assurance. Donc j'ai essayé de synthétiser ça en une dizaine de slides. Donc c'est vraiment pas évident comme travail. Donc vous voyez qu'effectivement, il est contrat puisque sont garantis les dommages résultant du vol des biens des licenciés déposés dans les vestiaires réservés à leur usage pendant les activités assurées. Mais quelques lignes plus loin, vous avez sont exclus les espèces monnayées, donc c'est les pièces et les billets, les cartes de paiement, les bijoux, les clés de véhicule, les téléphones, etc., etc. Donc toujours faire attention à ce que prévoit le contrat de base et on verra après hein, que l'ensemble des garanties ou des principales garanties sont indiquées sur le site de la fédération si vous voulez creuser un petit peu, mais voir si à chaque fois il y a nécessité ou pas de renforcer le contrat de base par un contrat complémentaire. Sur l'assurance défense et recours, donc effectivement, la partie défense, en tant que dirigeant de club, vous pourriez être demain être amené à être donc attaqué par un tiers qui estime que vous êtes responsable d'un préjudice qu'il a subi. Le contrat de la fédération peut vous accompagner dans le cadre de la gestion de ce sinistre, notamment prenant en charge financièrement les frais de justice qui peuvent en résulter. Donc ça, c'est intéressant. La garantie défense des salariés également permet la prise en charge des frais de défense des salariés qui sont poursuivis dans le cadre de leurs fonctions. Si jamais un entraîneur est amené à faire une maladresse, imprudence, négligence, et là il y a plein de termes un petit peu généraux comme ça dans le contrat, son dirigeant associatif, le président de l'association, peut demander à l'assureur fédéral de l'accompagner sur la prise en charge des frais juridiques pour assurer la défense de son salarié. À l'inverse, vous pourriez aussi avoir recours à la Maïf dans le sens où vous estimez que vous avez subi un préjudice et que vous avez besoin de le faire réparer devant la justice. Donc c'est pareil, c'est prévu par le contrat.
L'assureur peut exercer toute intervention amiable ou action judiciaire, hein, en vue d'obtenir réparation des dommages causés à un assuré. Donc là, en l'occurrence pour vous, un club. Mais c'est le même principe au niveau de la fédération, des ligues ou des comités, hein. La fédération, si demain estime avoir été lésée par un tiers, peut être amenée à intenter une action judiciaire et peut être accompagnée par son assureur dans le cadre de cette procédure. Un dernier point sur... Euh, Oui. Thomas, il y a une petite question là dans le chat Mhm. de Corinne. J'ai pas tout compris, mais peut-être comme on n'est pas nombreux, Corinne, si tu veux reformuler ta question. Oui, du coup, je comprends qu'il y a un certain nombre de restrictions. Du coup, je me demandais, est-ce que concrètement, chaque année, il y a des dommages qui sont effectivement déclarés à l'assurance? Tout à fait, on a une sinistralité, hein, d'ailleurs, c'est ce qui... Si quelqu'un peut couper son micro, il y a un écho. Alors, je ne sais pas si c'est que moi. Il y a une sinistralité, hein, qui est convenue avec l'assureur, voilà, en termes de financiers, en fait, hein, et qui impacte la somme qu'on lui doit chaque année. Donc oui, oui, il y a des dommages qui sont des sinistres qui sont saisis chaque année. Alors c'est beaucoup de l'individuel accident, mais il y en a aussi sur de la responsabilité civile, notamment là j'ai arrivé sur la slide sur les dommages aux véhicules, ou ce genre de choses. J'ai pas les stats en tête. On a un tableur normalement qui nous est transmis chaque année par l'assureur, qui reprend cette sinistralité, notamment puisqu'on a l'obligation de la communiquer. Nous, chaque année, ça c'est un contrat qui fait l'objet d'un appel d'offres tous les 4 ans. C'est pareil, c'est une obligation légale de la fédération, pour le coup. Et lors de la diffusion du cahier des charges de cet appel d'offres, on doit joindre cette sinistralité pour que les éventuels assureurs intéressés par ce contrat puissent bien mesurer les risques qu'ils encourent en faisant des moyennes après annuelles, hein, et du coup proposer en contrepartie un tarif financier. Voilà. Donc oui, oui, tout à fait, il y a plusieurs dizaines ou centaines de sinistres saisis chaque année et pas que sur de l'individuel accident, quoi. Personnellement, là, quand on parle de responsabilité civile, je crois que c'est dans l'ouest de la France. Alors, c'est un très gros dossier, hein, qui, et tant mieux, est très très rare, hein, mais on parle de l'incendie d'un gymnase, donc d'un sinistre estimé à, je crois, 5 ou 600 000 euros de mémoire. C'est à savoir un club qui a dû faire, je crois, de mémoire également, désolé, un stand de crêpes en parallèle à un tournoi, puis arranger le matériel qui a été utilisé pour faire ce petit stand boisson-nourriture dans un vestiaire, sauf qu'il y avait du matériel encore chaud, qu'il devait y avoir à côté des matières inflammables, et ça a brûlé une bonne partie du gymnase. Donc là, accompagnement juridique, et puis derrière, éventuellement, engagement financier de la Maïf si le club est jugé responsable. Du coup, je vais reprendre également dans les demandes qui reviennent très souvent au niveau du siège fédéral, c'est tout ce qui concerne le transport, euh, mais puisque c'est, je pense, un des moments aussi le plus accidentogène dans la pratique de l'activité, hein. C'est également couvert par le contrat d'assurance. Pour autant, c'est en excluant la partie responsabilité civile. Donc, on parle bien uniquement du dommage au véhicule. Ça a pour but de prendre donc les frais de réparation nécessaires, et généralement c'est en complément de l'assurance existante, que ce soit le véhicule d'un licencié, d'un salarié, d'un dirigeant d'association personnelle. Logiquement, il est déjà assuré. Donc, l'objectif sur ce biais-là, c'est de venir quand ces personnes victimes d'un sinistre se rendent compte que la réparation du préjudice subi par leur assureur est modique par rapport à, on va dire, aux frais réels engagés pour pouvoir rétablir une situation normale. Le contrat fédéral peut venir compléter, abonder la somme du premier assureur, voilà, pour que l'assuré soit mieux dédommagé.
Sur la partie garantie individuelle accident, donc qui concerne la plupart des sinistres qui remontent au niveau de la fédération, donc sur les personnes assurées par cette garantie, donc on parle bien des titulaires d'une licence ou d'un titre de participation, donc les ATP, les instructeurs, entraîneurs, arbitres, juges et dirigeants licenciés, les bénévoles et les détenteurs d'un titre de participation. Ça va être tous les accidents. Donc là, on est sur le corporel, en fait, pour que vous compreniez, en gros, sur l'IA, sur la responsabilité civile, on était plus sur le matériel. Donc là, on va réellement parler des accidents corporels que peuvent connaître nos licenciés dans le cadre de la pratique. Pas que licenciés, donc la question qui revient souvent, que j'ai mis en bas de la slide, c'est un parent bénévole non licencié est-il couvert? Oui, il est couvert par le contrat de fédéral. La réponse de l'assureur est explicite. Et on ne peut plus courte, c'est bien l'ensemble des personnes qui sont détaillées au-dessus qui sont couvertes et qui peuvent faire jouer ce contrat d'assurance lorsqu'un sinistre est vécu. Donc il ne faut pas hésiter à le faire jouer ce contrat d'assurance. Je vous ai mis rapidement, mais on ira le voir tout à l'heure sur le site de la fédération qui reprend l'ensemble des documents, les principaux garanties de base sur ce qu'on appelle les accidents corporels. C'est très riche, là, je crois que c'est le haut de la page, il y en a plusieurs pages, mais vous pouvez voir qu'on parle aussi bien des capitaux d'essai que des prises en charge pour les bris de lunettes. Donc c'est très très riche. Il y a des règles après de prise en charge en fonction des statuts et des pourcentages d'accidentologie, donc c'est assez compliqué. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Par contre, je vous montrerai éventuellement où sont présents ces informations sur le site internet fédéral pour que vous puissiez vous les consulter. Et j'enchaîne tout de suite sur la question qui revient aussi très régulièrement au niveau du siège fédéral, c'est qu'en est-il des indemnités journalières? Donc, qu'est-ce qu'on entend par indemnité journalière? C'est-à-dire, ça va être un de vos licenciés qui subit un accident corporel dans le cadre de la pratique et qui, derrière, a une perte d'activité ou une perte de rémunération puisqu'il ne peut pas exercer son activité professionnelle. Ça, non, ce n'est pas prévu dans le contrat de base. Tout comme il existe un contrat complémentaire pour les clubs, il existe des contrats complémentaires pour les licenciés. J'y reviendrai sur la fin de ma présentation. Et par exemple, ce principe de paiement d'indemnité journalière compensatoire par la Maïf dans le cadre d'un sinistre d'accident corporel, il n'est offert que aux SHN, donc les sportifs de haut niveau, et aux licenciés qui ont souscrit des garanties complémentaires argent ou or, sachant qu'il existe aussi le contrat bronze. On en arrive sur vos obligations d'information. Donc, en tant que dirigeant de club, vous êtes tenu d'informer vos adhérents de l'intérêt de souscrire un contrat d'assurance de personne. Donc là, on parle de l'individuel accident. Je reviendrai après sur la notion d'intérêt, puisque ce n'est pas obligatoire. Pour autant, vous avez obligation, vous, de communiquer, et nous aussi, l'obligation de proposer un contrat d'assurance individuel accident, notamment. Ce sont les articles 321.4 et 321.6 du Code du sport. Et c'est ce qui fait l'objet. Donc, sur la partie basse du slide, vous voyez une capture d'écran. C'est la partie assurance, donc en mention obligatoire, bien précisé, et que vous retrouvez dans Speed quand vous faites une prise de licence, où la personne qui prend la licence doit attester qu'elle a pris connaissance des conditions et des garanties d'assurance. Et sans cette garantie, et si demain il y a un sinistre, vous pourriez légalement aussi être attaqué par un licencié qui estime que vous ne lui avez pas signalé qu'il y avait, par exemple, ces contrats complémentaires qui existent et qui donc il a une perte importante de revenus et donc il demande un dédommagement à votre association puisque vous avez fait un défaut d'information. Voilà. Donc il y a une première partie sur cette slide. Vous avez... Oui. Thomas, Delphine demande un petit peu plus de précision. Elle ne comprend pas cette obligation, en fait. En fait, ce que je comprends pas, c'est que donc là, il y a le contrat de base, etc. Donc là, on doit, au niveau des licenciés, à part les informer qu'il y a ce contrat, c'est dire, vous avez possibilité de prendre un contrat complémentaire. Enfin, Exactement. c'est juste ça.
C'est la slide derrière, en fait, donc Ouais. du coup, je vais enchaîner. C'est la slide derrière, en fait, mais ça reprend le bordereau de demande de licence, hein, donc qu'on a Oui. dématérialisé d'ailleurs, parce que maintenant on peut les prendre sur Speed. Pour autant, vous allez retrouver sur Speed exactement les mêmes informations, puisqu'on nous avions bien diffusé au service informatique le fait que ce sont des informations légales qui s'imposent à nous, et donc ça a été repris à l'identique. Donc là, on est sur justement la partie contrat de base des dommages corporels, c'est indiqué dans le titre, hein. C'est-à-dire que vous voyez notamment sur cette partie, d'ailleurs, sont indiqués les tarifs. Je rappelle que ces tarifs, ils sont inclus dans la part fédérale du tarif de la licence, hein. Donc, quand un licencié compétition vétéran paye 24,15 €, je crois, de part fédérale de sa licence, il y a dedans englobé le coût de son assurance. Sur cette slide, vous ne voyez que la partie, entre guillemets, individuelle accident, donc la partie corporelle, mais il y a également toute la partie qui va être liée à la RC ou à la défense recours ou à rapatriement, qui fait qu'en gros, on parle anglais en gros entre les licenciés, donc c'est en fonction de leur âge et du type de licence, mais c'est entre 1 € et 1,50 €, on va dire, le coût de la licence de l'assurance par licencié. Elle est Et donc, obligatoire sur la partie RC et sur la partie individuelle accident, elle n'est pas obligatoire. Mais nous, d'accord. vu qu'on l'inclut de base dans le prix de notre licence, pardon, je vous coupe, Oui, allez-y. oui, non, non, allez-y. Mais vu qu'on l'inclut de base dans notre licence, on invite, pour ceux qui le font, et j'espère que tout le monde le fait, de cocher la première case que vous avez sur la slide. Je souhaite souscrire à la garantie factuelle de base. Si vous ne le faites pas, de toute façon, nous, c'est inclus dans le prix de la licence, donc on paye la Maïf autant de nombre de licenciés qu'on a multiplié par les tarifs qui sont affichés et qui sont publics, hein, sur le site de la fédération. Et par contre, si jamais demain une personne, il y a des années où on en a eu, là ça fait longtemps que j'en ai pas eu, mais nous disait, ça c'est une assurance optionnelle, elle n'est pas obligatoire. Vous avez l'obligation en tant que dirigeant d'association de signaler que cette possibilité existe, mais vous ne pouvez pas obliger vos adhérents, vos licenciés, à souscrire à cette assurance corporelle. Voilà la D'accord. distinction. Donc Ok. potentiellement, une personne pourrait écrire à la fédération pour réclamer d'être remboursé alors 38 si c'est un vétéran ou un senior, ou 10 centimes si c'est un jeune, d'assurance qui lui ont été facturés, mais dans le cadre de sa licence. Donc autant vous dire que ça arrive très peu. Pour autant, des fois, on a des gens un peu carrés qui effectivement, si, bah, et ça est déjà arrivé, qu'ils écrivent à la fédération. Donc bon, c'est un peu compliqué après pour effectuer le remboursement puisque c'est inclus dans la part fédérale, mais voilà, on donne suite. Donc ça, c'est quand même important que vous compreniez la distinction, hein. Vous avez une Ouais. obligation d'information. C'est la partie haute du bordereau 24.2.2.2 qui est affichée. Alors, j'espère avoir fait ma présentation intelligemment et du coup, suit la partie basse. Donc, sur la partie haute, le licencié est informé qu'il existe une garantie corporelle de base, mais il peut la refuser si vraiment il ne souhaite pas souscrire à un nouveau contrat d'assurance parce qu'il estime qu'il est déjà largement assez couvert par les autres contrats d'assurance qu'il peut avoir. Et en dessous, sur la partie basse de ce document, donc là encore une fois, c'est le bordereau de prise de licence, hein, dont on parle, vous avez les garanties complémentaires individuelles. On finira par les garanties complémentaires club, mais pour les individuels dont j'ai parlé tout à l'heure, notamment pour les prises en charge des indemnités journalières. Donc en Donc là, plus, oui, je reviens juste sur l'obligation d'information. Donc là, oui, les dirigeants de club ont cette partie d'obligation d'information. oui. Bon, moi, étant dans un comité, quelle est mon obligation? À part peut-être rappeler aux dirigeants de club qu'ils ont cette obligation-là, comment, parce qu'on n'a pas de licence, enfin voilà, Non, mais vous l'avez c'est, dit, hein, du coup, vous l'avez dit. Alors nous, c'est pareil, hein, du coup, tout à l'heure, je disais un licencié qui s'estimerait du coup victime d'un préjudice et qui ferait jouer ce défaut d'information. D'ailleurs, se retournerait peut-être pas forcément vers le club ni vers le comité, mais il se retournerait peut-être plus vers la fédération, puisque ça serait une partie qui serait plus solvable d'ailleurs. On peut parler de préjudice conséquent, hein, dès qu'on arrive sur des cas d'invalidité, on parle de, voilà, où il y a besoin derrière même des cas de devoir réaménager le logement de la personne, ou voilà, ou qui perd son emploi, puisque du coup il y avait dedans des obligations de transport qu'il peut plus assurer, ce genre de choses. On arrive sur des indemnités assez élevées, donc peut-être qu'il se retournerait plus sur la fédération. Donc j'ai envie de vous répondre, moi,
manière un peu bête, hein, mais que toutes les parties doivent jouer le jeu. C'est-à-dire que nous, à la fédération, et ces informations, elles sont diffusées sur plusieurs espaces, hein. Vous le retrouvez sur le site internet, c'est dans Speed, c'est rattaché chaque année à la circulaire administrative qu'on envoie aux ligues et comités. Voilà, on essaye de faire régulièrement des webinaires. On a un contact privilégié avec la Maïf pour traiter toutes les questions qu'on reçoit. Donc, cette obligation d'information, elle serait mesurable par les actions mises en place. Donc, en l'occurrence, voilà, moi, sur le bordereau donc, de prise de licence, hein, qui reste l'acte officiel où la personne demande à être licenciée auprès de la fédération au titre d'une association affiliée. C'est vraiment ce bordereau qui est le plus important. C'est pour ça que j'invite vraiment à les remplir et à les conserver, puisque demain, si il y a un sinistre, on pourrait être amené à vous demander à présenter le bordereau de Monsieur X qui a eu un accident et qui signale qu'il n'a jamais été informé qu'il y avait des options complémentaires qui auraient pu protéger ses indemnités journalières. Bah, si vous avez le bordereau de la personne signé de sa main, puisque normalement le bordereau de licence, hein, là j'ai mis que les parties qui concernent l'assurance, mais en bas à droite vous avez la signature de l'individu, ça va être quand même compliqué que derrière il exige en justice une réparation alors qu'il a lui-même signé le bordereau. Après, il a pas tourné la page, il n'a pas lu le verso, puisque toutes ces informations sont verso, c'est un petit peu son problème, j'ai envie de dire. Mais vous aurez effectué votre obligation d'information. Donc, cette partie-là, là, assurance en bas, elle est sur le recto de la prise d'information. Donc, la personne doit cocher qu'elle a pris connaissance des conditions d'assurance. Derrière, elle a la possibilité au verso de prendre connaissance du fait qu'il y a une assurance corporelle non obligatoire. Il en a même le coût. Et en dessous, sur la partie basse, il a l'information qu'il existe 3 options complémentaires proposées par la Maïf pour 5, 8 ou 15 euros par an. Voilà, avec un résumé basique et on retrouve des informations plus complètes sur le site de la fédération pour renforcer ses garanties de base s'il estime que lui, il ne se sent pas assez couvert et qui veut s'assurer une pratique en toute tranquillité, quoi. Donc là, à partir de ce moment-là, je pense qu'on est assez complet si tout le monde joue le jeu et relaie ces informations. Du coup, l'assurance complémentaire club, et après je vais aller sur les différentes pages que je crois que j'ai mises sur la slide suivante, c'est le même principe, hein. Donc il y a des exclusions qui font que beaucoup de clubs pensent qu'ils sont protégés dans le cadre de ce contrat, notamment en termes de dommages matériels cette fois, et puis en termes de dommages corporels, puisque là on est repassé niveau côté club. Pour autant, vu qu'ils sont propriétaires du matériel ou qu'ils en ont un usage exclusif pendant plus de 30 jours, ils ne sont pas couverts en fait par le contrat, et donc là on peut vite arriver à pareil, à des litiges ou à des déceptions derrière. Donc c'est aussi c'est pas la même obligation du coup que sur l'individuel accident, mais c'est aussi un rôle de la fédération de communiquer sur cette existence, hein, voilà, et puis derrière à chacun de souscrire ou pas à un contrat complémentaire s'il le juge nécessaire. Alors d'ailleurs, un contrat complémentaire, beaucoup d'associations n'ont, mais pas auprès de la Maïf. Il n'y a pas d'obligation d'ailleurs de souscrire auprès de la Maïf. C'est juste qu'il existe, je crois, des propositions tarifaires qui sont plus intéressantes puisqu'il vient compléter un contrat existant dans la même société. Et je crois que financièrement, ils sont plus intéressants. C'est un constat qui avait été fait quand ça avait été mis en place en 2020 par les dirigeants de club qui avaient assisté à ce premier webinaire. Je vais peut-être arrêter la présentation pour aller voir les différentes pages dont je vous ai parlé, hein. Donc la page dédiée sur le site de la fédération et la page dédiée sur le site de la Maïf. Donc j'arrête. Thomas, Oui. pendant que tu cherches, il y a une question concernant l'incidence lors d'un décès. Oui. L'incidence, c'est-à-dire? J'ai vu qu'il y avait quelque chose sur le contrat, enfin sur les garanties complémentaires, mais si un joueur, malheureusement ça arrive, je dirais quasiment chaque année, je pense, Oui. pendant entraînement ou match, un joueur décède, est-ce qu'il y a quelque chose dans la garantie de base? J'y étais trop vite, mais du coup, je vais y revenir. Et c'est un bon exemple, en fait, puisque je n'ai peut-être pas été complet. Les contrats complémentaires, en plus, potentiellement, par exemple, pour les indemnités journalières, d'apporter
une offre enrichie, donc quelque chose qui n'est pas existant dans le contrat de base. Il va permettre aussi d'augmenter des garanties qui sont déjà existantes dans ce contrat de base, mais sur des montants financiers assez faibles. Alors typiquement, le contrat d'assurance fédérale, alors pour être transparent, a été déficitaire sur plusieurs années, notamment à cause des garanties d'essai qui étaient trop élevées. Alors j'ai plus les chiffres en tête, mais on était entre 10 et 20 000 euros de base, alors que vous voyez qu'aujourd'hui, c'est la garantie bronze permettrait aux ayants droit d'être aidés à hauteur d'une indemnisation de 10 000 euros, un souscripteur de la garantie argent 20 000 euros et un souscripteur de la garantie or 30 000 euros, alors que, donc c'était la première ligne de la slide précédente sur les capitaux d'essai, sur le contrat de base, on n'est qu'à 3 100 euros. Donc il y a des protections qui sont proposées dans le contrat de base de la fédération, mais sur des montants assez modiques, puisqu'il faut trouver un équilibre financier à ce contrat, hein, quand même, et qui font que ça peut être renforcé ou pas par le contrat complémentaire. Ça reste le choix de l'individu. Par contre, il faut qu'il ait connaissance de cette possibilité d'avoir le choix d'upgrader, j'ai envie de dire, son offre d'assurance complémentaire. Et si là, ni la fédération, ni ces ligues, comités ou clubs ne font le jeu de relayer cette information, effectivement, ça va être un petit peu compliqué, sauf à ce que le licencié se rende directement sur le page de l'assurance, ce qui est possible, hein, et aller chercher ces informations. Mais c'est pour ça qu'on l'a mis sur le bordereau de prise de licence. Normalement, il a accès à toutes ces informations lorsqu'il souscrit sa demande de licence. Alors du coup, je vais devoir, parce que j'arrive pas à cliquer sur... Ah si, voilà, j'ai réussi. Du coup, je vais me rendre rapidement sur le site, la page de l'assurance. Alors, vous retrouvez un résumé, alors encore plus succinct, des informations relatives à ce contrat. Ce qui est plus important, c'est la boîte à outils, sachant que le document numéro 1, alors boîte à outils et l'ensemble de ces 7 documents, je crois que vous les retrouvez donc, sur Speed. Vous les retrouvez sur la page d'assurance, vous les retrouvez dans la base documentaire et vous les retrouvez sur l'espace de téléchargement. Donc, ils sont vraiment largement diffusés. Et donc, en annexe également de la circulaire administrative chaque année pour les ligues et les comités. Le document 1, c'est la déclaration de sinistre à faire à chaque fois que ce soit un dommage corporel ou matériel. Il y a une obligation d'effectuer une déclaration de sinistre. Alors, je crois, de mémoire, généralement, c'est sous 5 jours auprès de l'assureur. Bien évidemment, quand ce sont des déclarations corporelles et que la personne était en incapacité de lui-même de remplir son avis de sinistre ou de fournir quelques informations. Voilà, j'ai jamais vu la Maïf refuser un dossier parce qu'il avait été renvoyé trop tard. Pour autant, ça serait malvenu d'envoyer 6 mois ou 1 an après une déclaration pour un sinistre donc, qui a eu lieu 6 mois ou 1 an après. Forcément, l'assureur pourrait se désengager sa responsabilité. Vous retrouvez donc les résumés des garanties. C'est ce que j'ai essayé d'exposer rapidement sur la distinction entre individuel accident, responsabilité défense et les garanties corporelles. Donc voilà, c'est là où on voit notamment les capitaux en cas de décès accidentel dans le cadre de l'activité. Hein. Donc ça reprend les informations que la personne m'a demandé, hein, avec 3100, 10 000, 20 000, 30 000. Voilà, on retrouve exactement les mêmes informations. Ce document, il est même étoffé par l'A3 qui est spécifique aux garanties corporelles et vous allez retrouver donc une partie du tableau que je vous ai diffusé tout à l'heure. Voilà. Et par l'accès, donc en ligne, notamment pour les corporels, à un document qui reprend rapidement, hein, les informations sur ces garanties or, argent ou bronze. Donc normalement, le licencié doit remplir ce document, un document qui soumet à son dirigeant de club, et c'est le dirigeant de club qui chaque année fait le point sur l'ensemble des demandes qu'il a reçues. Donc c'est 3 par bordereau, hein, mais il peut en faire plus, et les envoie directement en tant qu'association à la Maïf. Voilà. Et l'ensemble des procédures sont à chaque fois décrites sur le document. C'est la même chose pour l'avis de sinistre que j'ai pas ouvert, hein, mais vous retrouvez en tête de document normalement. C'est écrit même le nombre de jours, donc c'est bien 5 jours, j'ai pas dit de bêtises. Et vous retrouvez les adresses où diffuser le document, donc la Maïf, et nous on demande à être mis en copie
pour notamment prendre le relais quand une réponse n'est pas assez rapide ou quand il y a eu une exclusion de la Maïf de prendre en charge le sinistre. Voilà, on peut être amené comme ça, nous, à reprendre les éléments et à refaire le point et essayer de voir avec la Maïf, de mieux comprendre, voire de demander un changement de position. Voilà, vous retrouvez également les informations relatives au webinaire de 2020 et notamment la FAQ, donc toutes les questions bêtes et méchantes, mais il n'y a pas de questions bêtes et méchantes en fait, hein, qui ont été posées par les clubs à l'époque. Donc je pense que vous devez normalement plus ou moins vous poser les mêmes, donc je voulais pas rediffuser exactement les mêmes, donc j'en ai pris quelques-unes en exemple, mais voilà, vous pouvez en prendre connaissance, c'est intéressant puisque c'est des cas très pratiques de personnes qui ont exactement les mêmes fonctions que vous et qui ont donc connu les mêmes problématiques. À côté de ça, il faut savoir que la Maïf a mis également en ligne une page spécifique sur ce contrat d'assurance, complémentaire, j'entends là, avec notamment une petite vidéo. Elle fait 1 minute 30, mais je crois que j'ai déjà bien parlé, donc je ne vais peut-être pas les diffuser, mais qui vous synthétise très rapidement. C'est pareil, vous pouvez peut-être la diffuser en interne. Voilà, ça reprend de manière imagée les propos que j'ai tenus, et c'est plutôt bien fait. Vous retrouvez ces informations également sur le site de la fédération, que ce soit la vidéo ou un document spécifique sur cette assurance club complémentaire. Et du coup, pour conclure, vous signalez aussi que je reste disponible en cas de questions, donc sur toutes les thématiques de l'assurance, hein, c'est pas évident, hein, je vous avouerai que j'ai pas une formation sur ce domaine de manière précise, hein, donc c'est plus après par expérience. Je suis donc le relais privilégié de la Maïf au sein de la FFTT, et donc j'ai un contact privilégié avec une personne à la Maïf, donc je lui fais suivre généralement les questions que je reçois. Donc vous n'hésitez pas à relever les coordonnées qui sont en ligne là. S'il y a des questions ce soir, je veux bien essayer d'y répondre si c'est assez simple. Si c'est plus complexe, je vous demanderai de me les faire suivre justement par courriel à l'adresse indiquée, et on va dire qu'en début de semaine prochaine, j'enverrai les X questions reçues à la suite de ce séminaire à mon contact à la Maïf pour qu'il vous fasse une réponse vraiment officielle, on va dire, par un professionnel. Voilà Isabelle pour ma partie. Je ne sais pas si tu veux que je revienne sur un point, ouvrir la question-réponse. Merci déjà Thomas pour cette présentation. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions supplémentaires que vous vous posez? Ah, si, Claire. Vas-y. Oui, je Allez-y. voulais juste repréciser. J'ai cru que vous avez bien dit que l'assurance, elle couvrait aussi pour les manifestations festives et les choses comme ça, parce qu'on se posait la question. Exactement. Ouais. Ouais. C'est une question qui revient très souvent. Vous organisez des manifestations festives. Alors souvent, c'est à but financier, on va dire, hein, loto, un repas payant ou ce genre de choses. Vous êtes couvert à partir du moment où l'organisateur est bien l'association, hein, donc bien évidemment. Oui, mais si c'est un repas et qu'il y a des enfants qui chahutent et qui se blessent, on est couvert. Vous êtes couvert. Alors, c'est écrit d'ailleurs noir sur blanc parce que c'est une question qui revenait souvent dans un des documents que je vous ai présenté rapidement. Attendez, je vais me laisser 30 secondes, je vais vous retrouver ça très vite. C'est dans le document A2, donc qui est le résumé des garanties, hein. Sont garanties à la condition d'être organisées par la FFTT, ligue, comité ou club, l'enseignement, la pratique, bon, tout ce qui concerne le sportif, bien évidemment, les réunions, colloques et activités promotionnelles, congrès, salons, fêtes, bals, sorties, loto, et ils sont arrêtés là, mais on pourrait mettre beaucoup d'autres cas, organisés par les structures affiliées, donc bien par les clubs. Très bien, merci. Très bien. Eh bien, merci de toutes les manières. Si jamais vous avez d'autres questions, comme disait Thomas, vous avez Il y a Delphine, du coup. Ah oui, il y a Delphine qui a une autre question. Ouais. Lorsque justement on organise une manifestation, souvent les mairies réclament une attestation d'assurance pour la salle où on est. Donc très souvent les clubs qui ont une assurance fournissent une assurance de leur assureur. Cette assurance de la Maïf pourrait servir ou pas? Elle est bien évidemment qu'elle pourrait servir à partir du moment où le club n'est pas propriétaire de la salle où a lieu l'événement,
ou du matériel qui pourrait être endommagé et donc être susceptible de faire l'objet d'une demande d'indemnisation, bien évidemment. Et tous les clubs, alors je ne l'ai pas signalé ça, excusez-moi, j'aurais dû. Tous les clubs ont accès sur leur espace club Speed à une copie ou à la possibilité de télécharger immédiatement leur attestation d'assurance et à le fournir à n'importe qui. C'est des documents pré-remplis par la fédération. Je ne sais pas si ça vaut le coup que je repartage 2 secondes mon écran. Ça sera plus explicite. Je vais aller sur d'ailleurs le site de mon club, donc on va voir ce qui s'affiche comme information. Hop. Voilà, chaque club, normalement, dans l'administratif, vous avez 2 attestations téléchargeables en bas de page. C'est l'attestation d'affiliation, puisque aussi souvent les associations doivent prouver à leur mairie qu'ils sont bien affiliés à la fédération de tutelle, voilà. Et l'attestation d'assurance. Donc en l'occurrence, je clique, je télécharge, et j'ai immédiatement l'attestation d'assurance pour mon club, en l'occurrence le club de la fédération, avec un certain nombre d'informations indiquant à quel montant ou dans quel cadre je suis couvert. Non, voilà. Donc, on pourrait même conseiller au club peut-être de revoir avec leur assureur pour pas que ça fasse doublon et qu'ils payent trop cher. C'est exactement Parce ce que qui s'est passé en ah, 2020 quand il y a eu ce webinaire avec des dirigeants de club où certains nous ont dit ça. Et derrière, m'ont confirmé qu'ils avaient soit renégocié, soit voilà. changé, quitté leur assureur historique pour prendre la Maïf. Mais bon, après là, on arrive dans des considérations commerciales où, encore une fois, je ne veux pas que vous croyiez que je pousse au contrat Maïf ou voilà, on n'a pas Non, 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 d'intéressement, non. il n'y a pas de relation commerciale entre nous, mais effectivement, c'est existant et c'est intéressant pour les clubs. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que ça serait dommage qu'ils payent cher leur assurance alors qu'ils sont déjà couverts Ah, pour la même chose effectivement. ailleurs. Mhm. Voilà, donc, Effectivement. ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Ben, merci. On va passer donc à une autre partie. C'est Manon donc, qui va vous présenter les aspects de responsabilité des élus, c'est ça? C'est ça. Alors, comme Thomas, moi j'ai une présentation, donc je vais partager mon écran. Tac, tac, est-ce que vous voyez tous? Oui. Très bien. C'est bon? Ok. Tac. Alors peut-être à titre préliminaire, donc comme l'a dit Isabelle, je suis Manon Corr, donc chargée juridique et ressources humaines à la fédération depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et donc j'ai une formation en droit du sport, donc je vais essayer, ça fait pas très longtemps que je suis dans le monde professionnel, je vais essayer au maximum de pas partir dans des explications trop théoriques ou trop académiques. Je vais essayer de rester au maximum plus proche de la réalité, même si je pense que c'est quand même important de mentionner les fondements juridiques pour comprendre après les conséquences vraiment purement pratiques. Comme Thomas, vous pouvez me poser des questions au fur et à mesure de ma présentation. Je ne suis pas certaine de pouvoir y répondre directement. Si je ne peux pas y répondre dans l'immédiat, pareil, je vous demanderai de me transmettre votre adresse mail et je ferai des recherches complémentaires et je les adresserai ensuite dans les jours à venir. Donc, je vais aborder 2 points ce soir. Donc, la responsabilité du dirigeant donc, de manière générale. Et puis ensuite, un focus sur votre responsabilité liée à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc, ça fera une transition ensuite avec Marie-Christine qui abordera toutes les questions sur ce thème-là. Donc, premier point, donc, la responsabilité du dirigeant. Donc, quand on parle de responsabilité, il faut faire une première distinction déjà. Donc, il y a une responsabilité du dirigeant en tant que tel, donc responsabilité personnelle du dirigeant, donc personne physique, et la responsabilité ensuite de l'association, donc personne morale dont vous êtes le dirigeant. Donc parfois la limite entre les deux, elle est un peu subtile, pas forcément très explicite. Donc je trouvais ça intéressant de faire la distinction et d'expliquer les deux. Donc dans quel cas c'est votre responsabilité personnelle, dans quel cas c'est la responsabilité de l'association. Donc, premier point, donc, la responsabilité personnelle du dirigeant, donc, votre responsabilité. Donc, vous en avez 3. Donc, la responsabilité disciplinaire, responsabilité civile et responsabilité pénale. Donc, lorsqu'elle est engagée, elle peut entraîner des sanctions, donc, disciplinaires, civiles et pénales. Alors, il y a aussi une responsabilité administrative, entre guillemets, qui peut entraîner des sanctions administratives, mais ça, j'y reviendrai plutôt sur la partie honorabilité. Donc, lutte contre les violences sexistes et sexuelles.
D'abord, responsabilité disciplinaire. Donc, c'est la responsabilité, on va dire, qui est liée, la responsabilité fédérale, qui est liée à la fédération. Donc, elle s'appuie juridiquement sur votre licence. Donc, parce que vous êtes licencié dirigeant, votre responsabilité disciplinaire peut être engagée. Donc, concrètement, vous êtes dirigeant d'une association, vous avez une licence qui vous lie à votre club et à la fédération de manière un peu moins directe, mais par l'affiliation du club, vous êtes lié aussi disciplinairement, pardon, à la fédération. Et donc, cette licence, eh bien, elle vous oblige à respecter les règlements et les statuts de votre club, mais également les statuts et règlements fédéraux. Et donc, en cas de non-respect, c'est là que votre responsabilité disciplinaire peut être engagée et qu'une procédure disciplinaire peut être menée contre vous et ensuite faire l'objet potentiellement de sanctions disciplinaires. Et ce qui va différencier en fait votre responsabilité de celle des licenciés plus classiques, c'est que vous avez un statut supplémentaire, donc une responsabilité plus importante du fait de vos fonctions pour lesquelles vous avez été élu et qui vous permettent finalement d'être décisionnaire dans la vie associative. Et donc vous allez avoir, en cas de procédure disciplinaire, des sanctions qui vont être spécifiques à votre statut, type par exemple l'interdiction d'exercer vos fonctions de dirigeant. Donc, ça, c'est la sanction type. Donc, ça, c'est pour la responsabilité disciplinaire. Ensuite, vous avez donc, une responsabilité civile. Donc, ça, bon, tout à chacun a une responsabilité civile, hein. Par principe, toute personne est responsable. Après, il y a certaines catégories de personnes qui ont des éléments exonérateurs de responsabilité, mais par principe, tout le monde a une responsabilité civile et pénale, d'ailleurs. Donc, responsabilité civile, on fait la distinction juridique, responsabilité civile délictuelle, donc extra-contractuelle, et la responsabilité contractuelle. Donc, la responsabilité délictuelle, c'est celle qui est, par principe, celle qui va couvrir le plus de cas possible en cas de dommages causés. Donc, pour que votre responsabilité soit engagée, enfin plutôt lorsque votre responsabilité peut être engagée, c'est si jamais vous commettez une faute. Donc là, pareil, juridiquement, une faute, qu'est-ce que c'est? C'est 3 éléments. Donc, je l'ai mis sur le diapo, là. C'est un fait générateur, donc un élément déclencheur, en fait. Quelque chose qui se passe, un préjudice qui est causé et un lien de causalité entre les deux. Si les 3 éléments sont là, c'est qu'il y a une faute qui a été commise. Et donc là, l'ambiguïté ici, la question qui va se poser, c'est en cas de faute, comment savoir si c'est la responsabilité de l'association ou votre responsabilité personnelle qui va être engagée. Donc, si jamais vous agissez en tant... Parce que je commence, ce sera peut-être plus clair. En fait, il y a une protection qui vous est un peu apportée, puisque en tant que dirigeant, lorsque vous prenez des décisions dans le cadre de la vie associative, vous agissez en tant que mandataire de votre club. Donc, par principe, en fait, c'est la responsabilité de l'association qui est engagée en cas de faute. Donc, l'idée, c'est que vous avez une obligation, en fait, de gestion prudente et diligente de votre association. Donc, si c'est le cas et qu'il y a une faute qui a été commise, c'est la responsabilité de l'association. Dans quel cas ça sera la vôtre personnelle? C'est si jamais vous commettez une faute qui est détachable de l'exercice de vos fonctions de dirigeant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire vraiment juridiquement? Eh bien, la jurisprudence, elle nous dit que c'est lorsque vous commettez de manière intentionnelle une faute en fait d'une particulière gravité qui est incompatible avec l'exercice normal des fonctions associatives. Donc, en fait, si vous outrepassez vos fonctions, voilà, vous agissez en tant que personne et non plus dans votre rôle de dirigeant, là, ça sera votre responsabilité personnelle. Et puis, je vous ai mis aussi un exemple de responsabilité contractuelle. Donc là, ça va être les statuts, en fait, ou les règlements qui vont former une sorte de contrat qui peuvent prévoir certaines obligations. Donc, par exemple, établir des comptes annuels, établir un rapport moral, un rapport financier qui doit être soumis donc, à l'AG. Donc, en cas de non-respect de ces obligations-là, votre responsabilité contractuelle, elle peut également être engagée. Ça, c'est pour la responsabilité civile. Ensuite, responsabilité pénale. Donc là, c'est pareil, c'est plus pour venir sanctionner ici une violation, comme l'a dit Thomas, la différence entre responsabilité civile et pénale. Donc la responsabilité pénale du dirigeant, elle peut être engagée en cas d'infraction relative au fonctionnement de l'association. Et elle peut être engagée aussi bien si l'association elle-même est pénalement responsable. Le cumul est possible. Donc ça va être, par exemple, si jamais vous omettez de déclarer au service de préfecture les changements statutaires ou les changements d'équipe dirigeante de l'association ou
les changements du siège social. Donc, vous avez les obligations de déclaration. Si jamais vous omettez de les déclarer dans les délais, par principe, vous pouvez engager votre responsabilité pénale. En pratique, même si le délai est dépassé, bon, il y a quand même très peu de chances que vous soyez pénalement responsable, ou en tout cas que vous soyez sanctionné. Autre exemple, où là on monte un petit peu en gravité, le maintien ou la reconstitution illégale d'une association qui aurait été dissoute par les tribunaux. Ça peut être un manquement aux règles de sécurité, un défaut d'assurance. Vous avez une obligation légale de vous assurer en tant que club. Ça peut être aussi des atteintes aux appellations sportives protégées. Donc, si vous organisez une manifestation sportive et que vous appelez ça championnat de France, par exemple, c'est pas possible, vous pouvez être sanctionné. Le monopole appartient à la fédération. Ou encore un délit de corruption sportive. Donc, voilà, vous êtes dirigeant, vous allez voir l'arbitre de la rencontre pour essayer de le faire arbitrer en votre faveur. Bon, c'est pareil, c'est de la corruption. C'est pénalement répréhensible, donc vous pouvez être pénalement responsable. Euh, Voilà pour ce qui est de la responsabilité personnelle du dirigeant. Donc, je récapitule. 3 possibilités, responsabilité disciplinaire, civile et pénale. Donc, si vous ne respectez pas les statuts et règlements fédéraux, par exemple, une procédure disciplinaire peut être engagée contre vous et vous êtes donc pénalement, n'importe quoi, disciplinairement responsable. Si vous commettez un dommage, vous avez respecté votre obligation de gestion prudente et diligente de l'association, c'est la responsabilité de l'association, sauf si vous commettez une faute qui est détachable de l'exercice de vos fonctions. Dans ce cas-là, c'est votre responsabilité personnelle. Et puis pareil, si vous commettez une infraction pénale, votre responsabilité pénale peut être engagée. Deuxième point, ensuite, donc la responsabilité de l'association en tant qu'organisateur d'événements sportifs. Donc là, quand je parle d'événements sportifs, c'est vraiment au sens large, c'est plutôt la pratique sportive. Donc ça va des entraînements du mercredi matin au stage, au tournoi organisé, aux compétitions, peu importe l'importance. C'est vraiment donc la responsabilité de l'association quand elle organise en fait la pratique sportive. Donc là, je vais rester sur la responsabilité civile. Donc pareil, même distinction juridique que tout à l'heure, responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle extra-contractuelle. Donc contractuelle, ce sera dans le cas où on est dans un cadre, dans le cadre d'un contrat qui est passé entre le club et la victime du dommage, et responsabilité délictuelle, donc c'est tous les autres cas. Donc responsabilité contractuelle, de quel contrat on peut parler? Ça peut être un contrat de travail entre le joueur et le club. Donc, par exemple, voilà, un club professionnel qui emploie des joueurs. Il y a un dommage qui est causé aux joueurs. Et bien là, ça va de la responsabilité contractuelle du club. Ou alors, pareil, si le club organise une compétition sportive qui engage une billetterie, donc le club vend des billets d'entrée, bon, c'est pareil, il y a un contrat de vente qui est formé entre le spectateur, par exemple, et le club. Donc pareil, on sera dans le cadre de la responsabilité contractuelle. Quand bien même ça soit une invitation d'ailleurs, donc que le contrat soit à titre onéreux ou gracieux, peu importe. Dans ce cadre-là, le club, il a une obligation. Il a 2 obligations. Une obligation de sécurité et une obligation d'information. Tac, tac, tac. Donc l'obligation de sécurité, c'est l'obligation, le club organisateur a l'obligation d'assurer une pratique qui soit la plus sécurisée possible à l'égard de ses pratiquants et à l'égard des spectateurs également. L'obligation d'information, l'organisateur, il doit informer le pratiquant et les spectateurs des risques particuliers liés à l'activité. Donc là, s'il y a jamais il y a un dommage qui survient, on va raisonner en fait en termes de perte de chance, c'est-à-dire quel aurait été le comportement de la victime si elle avait été informée de tous les risques. Donc voilà, c'est l'indemnisation, elle se fera sur cette probabilité-là. Bon, après, l'obligation d'information, elle tient aussi comme limite des risques qui sont connus de tous. Donc on va pouvoir moduler cette obligation d'information en fonction aussi, par exemple, de l'âge du pratiquant, si c'est un enfant, si c'est un adulte, de son niveau de pratique, si c'est un débutant à confirmer. Voilà, donc le club a ces 2 obligations-là. Ce sont des obligations qui interviennent à la fois dans une pratique encadrée comme dans une pratique libre. Si par exemple le club laisse un créneau jeu libre à toutes les personnes, à tous ses licenciés. Pardon.
Et ces deux obligations sont des obligations de moyens. C'est-à-dire que l'organisateur, donc le club, a l'obligation de mettre tout ce qui est en son possible pour assurer un maximum de sécurité et assurer une information qui soit la plus exhaustive possible, de sorte que si un dommage survient quand même, il est exonéré de sa responsabilité. Ça, c'est le principe. J'ai mis ça en vert. Donc évidemment, il y a des exceptions. Si jamais il y a une faute de l'organisateur, donc la victime arrive à prouver votre faute, donc ça peut être le non-respect justement de cette obligation de sécurité ou d'information. Et deuxième exception, c'est si jamais la victime au moment du dommage, elle est passive, donc elle est immobile. Dans ce cas-là, l'obligation se transforme non pas, donc c'est pas une obligation de moyens, elle se transforme en obligation de résultat. La différence juridiquement, c'est que votre responsabilité, donc celle du club, en fait, est automatiquement engagée. Donc pas besoin de prouver de faute. Donc je vous ai mis quelques exemples de responsabilité contractuelle. Ça peut être un défaut dans les installations, ça peut être une carence dans l'encadrement. Je vous ai mis à chaque fois des exemples de jurisprudence. Ça peut être un défaut de compétences professionnelles, un défaut de vérification quant aux aptitudes du pratiquant, ou un défaut de surveillance, d'anticipation ou de secours. Moi, c'est plus pour les activités à risque. Pour le tennis de table, ça reste encore un- une pratique sportive qui est assez peu accidentogène. Alors, il y a des exonérations évidemment possibles. En cas de force majeure, je vous donne un exemple. Si le club organise peu importe un stage, une manifestation sportive, une compétition, un entraînement, peu importe, que dans le bâtiment d'à côté prend feu, donc on a un incendie qui se propage, la fumée se propage, on a des dommages respiratoires au niveau des pratiquants ou même des spectateurs. Euh, le- la victime, elle est passive au moment du dommage, donc obligation de résultat, donc c'est la responsabilité du club qui est automatiquement engagée. Évidemment, vous n'y pouvez rien, c'est un cas de force majeure, incendie, donc vous êtes exonéré de votre responsabilité. Et deuxième cas d'exonération, c'est aussi la faute de la victime elle-même. Donc ça, c'est pour la responsabilité contractuelle, donc lorsqu'on a dans le cadre d'un contrat. Responsabilité délictuelle, donc c'est dans tous les autres cas. Lorsqu'un dommage survient, alors il y a le cas classique où c'est le club lui-même qui cause un dommage, donc de son fait personnel, il cause un dommage aux pratiquants ou aux spectateurs. Euh, Dans ce cas-là, ce sera sa responsabilité, c'est lui qui sera amené à réparer, ou lui-même les assurances. Mais il peut être aussi responsable du fait de ses préposés et du fait de ses membres. Donc, qu'est-ce que c'est que la responsabilité du commettant du fait de ses préposés? Donc, c'est le terme vraiment purement juridique. Donc, un club peut être tenu responsable des dommages qui sont causés par toute personne qu'il a sous son autorité. Donc, ça peut être par exemple le joueur qu'il a en contrat de travail. Ça peut être également un arbitre. La jurisprudence, elle a déjà estimé qu'un arbitre était considéré comme sous l'autorité du club. Donc, la responsabilité, elle sera engagée si on a donc un lien de préposition, donc un lien d'autorité, une faute du préposé, donc, par exemple du joueur salarié, et un rattachement aux fonctions. Donc, imaginons qu'on est dans le cadre d'un club de Pro A qui engage des joueurs. Pendant une rencontre, l'un des joueurs salariés commet un dommage accidentel sur son adversaire. C'est le club qui est responsable. Évidemment, exonération également si jamais il y a un abus de la part du préposé. Et puis responsabilité de l'association du fait de ses membres. Donc le principe là, pareil, c'est les associations sportives qui ont pour mission de diriger, d'organiser, de contrôler l'activité de leurs membres sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'il y a une faute qui est caractérisée par une violation des règles du jeu. Donc qui est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même s'ils sont non identifiés. Donc, pareil, trois éléments. Donc, il faut une association sportive, un club, une faute d'un des membres et un lien avec l'activité sportive. Là, c'est dans le cas de l'entraînement du mercredi après-midi, par exemple. On a un jeune licencié qui cause un dommage à un de ses camarades par accident. Ce sera donc l'association qui sera responsable. Sa responsabilité sera engagée. Donc voilà pour ce qui est de la responsabilité du dirigeant de manière générale. Je ne sais pas s'il y a des questions peut-être à ce stade, avant que je fasse le petit focus sur vos obligations liées à l'honorabilité. Pas de questions?
Alors, je continue. Oui, une question. Ouais. J'ai une question. Dans une compétition, un joueur s'énerve, jette sa raquette, la raquette rebondit dans la tête d'une petite fille. C'est ce qu'on m'a raconté. Qui est le responsable, en fait? Alors là, Enfin, on va être dans va le prendre cas où le club sera exonéré de sa responsabilité parce que justement, la personne, même si c'est un membre, même si c'est un préposé, elle commet un abus de fonction, entre guillemets, ça relève plus de l'accident. Là, c'est son propre comportement qui vient commettre une violence, même si c'est violence involontaire, c'est presque de l'ordre du pénal, en fait, c'est une petite infraction. Et donc, dans ce cas-là, exonération de la responsabilité du club, c'est la responsabilité personnelle de la personne fautive. Ok. Merci. Voilà. Alors, donc, petit focus sur votre responsabilité sur sur la question de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Vous avez 2 séries d'obligations légales. Première série d'obligations, c'est une obligation de respecter votre contrôle d'honorabilité et de vous assurer que les membres de votre club, qui sont soumis aussi à cette obligation d'honorabilité, se soumettent bien à ce contrôle. Et deuxième série d'obligations, vous avez une obligation de signalement dès lors que vous avez connaissance d'un comportement en risque qui pourrait affecter l'intégrité ou la sécurité des pratiquants et licenciés. Voilà, donc première obligation, donc c'est l'obligation d'honorabilité, donc votre obligation personnelle en tant que dirigeant et l'obligation de contrôler l'honorabilité des membres de votre club. Donc, comme vous le savez, hein, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport a conduit au développement du système d'information automatisé du contrôle d'honorabilité, donc ce qu'on appelle le SI honorabilité, pour certaines catégories de licenciés. J'y reviendrai tout à l'heure pour rappel. Donc, c'est des obligations donc, légales. Le Code du sport donc, il dispose que nul ne peut exercer les fonctions d'encadrant, de dirigeant ou d'arbitre, que ce soit à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activité physique et sportive, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour certains crimes, pour certains délits, donc c'est les crimes, délits, infractions, caractère sexiste et sexuel ou les crimes, délits violents. Euh, voilà. Et puis, donc, pareil, comme je vous le disais, vous avez l'obligation de vous assurer que les membres de votre club se soumettent également à ce contrôle. Donc, pour rappel, qui est concerné par ce contrôle d'honorabilité? Donc, 4 séries de personnes. Donc, tout d'abord, donc, vous, les dirigeants, donc c'est président, secrétaire, trésorier du club, dirigeant de club dans les faits. Donc, pas nécessairement besoin que vous soyez dirigeant de manière officielle, c'est-à-dire élu lors d'une assemblée générale. Une personne qui n'est pas dirigeante, mais qui euh, comment dire, agit dans les faits comme tel, est soumis au contrôle d'honorabilité. Ensuite, c'est les encadrants. Donc, les encadrants, qu'ils soient professionnels ou non, donc ils ont un diplôme, carte professionnelle, une qualification quelconque, peu importe, professionnels, non professionnels, rémunérés, non rémunérés, ils sont soumis au contrôle d'honorabilité. Donc, je rappelle, c'est entraîneur, coach, manager, préparateur physique, peu importe le terme, à partir du moment où il encadre. Alors, j'ai une petite limite ici. C'est qu'un licencié qui intervient de manière vraiment très ponctuelle ou aléatoire et qui réalise uniquement des prestations d'encadrement auprès des majeurs. Et donc voilà, donc lui, il n'a pas besoin de se soumettre au contrôle d'honorabilité. C'est la seule limite. Ensuite, on a les arbitres et les juges d'arbitre. Donc là, c'est tous les grades sont concernés et les exploitants d'établissements d'activité physique et sportive. Ces 4 catégories-là doivent se soumettre au contrôle d'honorabilité. Donc, pareil, petit rappel de comment concrètement s'effectue ce contrôle. Donc, c'est un croisement de fichiers entre les données personnelles du licencié, le FIGES, donc, qui est une catégorie, on va dire, du casier judiciaire, sur lequel vous êtes inscrit si jamais vous avez commis ou si vous avez été mis en cause pour des faits, crimes, délits à caractère sexiste ou sexuel ou à caractère violent. Et puis un croisement aussi avec le bulletin numéro 2 du casier judiciaire. Donc, c'est un croisement entre tout ça qui est fait par le ministère des Sports. Et si jamais donc, on a des retours positifs, donc le licencié, l'intéressé, enfin, la personne concernée est notifiée de son interdiction d'exercer telle ou telle fonction.
Et la fédération, nous, on est également prévenus. Et donc, dans ce cas-là, une procédure disciplinaire va être engagée contre la personne concernée. Donc, l'instance nationale de discipline va être saisie, soit par le président de la fédération, soit par le président-présidente du comité d'éthique. Donc, une instruction sera menée, la personne sera convoquée, elle sera entendue, et l'instance nationale de discipline, eh bien, soit elle constatera que la personne a cessé ses fonctions, dans ce cas-là, on s'arrêtera là, ou alors l'instance nationale de discipline, eh bien, euh, notifiera une sanction disciplinaire qui est cesser immédiatement les fonctions pour lesquelles elles sont interdites. Voilà, donc je vous rappelle également qu'on attache une très grande importance à la saisie des données personnelles. Il y a extrêmement beaucoup d'erreurs euh, euh, lors de la saisie des licences sur Speed. Et dès lors qu'il y a une erreur dans le nom de famille, une erreur dans la date de naissance, dans le nom de la commune de naissance, peu importe, la personne ne pourra pas remonter, le contrôle ne sera pas effectif. Donc c'est très très important de faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'erreur lors de la saisie sur Speed. Donc voilà, je vous ai mis la petite capture d'écran ici de ce que l'on doit voir lorsqu'une personne exerce l'une des 4 fonctions que je vous ai évoquées précédemment. Si la personne est encadrant, il faut que ce soit coché ici sur la case encadrant sous Speed. Et si la personne refuse de se soumettre au contrôle d'honorabilité, eh bien, elle doit du coup cesser l'une de ses fonctions. Deuxième obligation sur ce sujet-là, c'est votre obligation légale de signalement qui vient s'ajouter en fait à votre obligation morale qui pèse en fait sur tout à chacun. Tout le monde doit signaler lorsqu'on est témoin d'un comportement qui est problématique. Mais depuis l'année dernière, donc depuis la loi du 8 mars 2024, vous avez une obligation légale aussi en tant que dirigeant de signaler au service de l'État tous les comportements à risque des éducateurs de votre club, de toute personne en contact avec les enfants. Donc la loi, pour l'instant, elle est un peu restrictive puisqu'elle évoque que les éducateurs. Mais bon, globalement, on va du bon sens que si vous avez connaissance d'un comportement problématique de la part d'un arbitre, par exemple, il faut que vous signalez également au service de l'État. Donc, signaler à qui? Je vous ai mis ici le nom de la plateforme, c'est la cellule Signal Sport, donc une cellule de l'État. Vous retrouverez son adresse email sur le site de la fédération en première page. Je pense que Marie-Christine va y revenir de manière un peu plus précise. Donc voilà, vous avez cette obligation-là. Donc concrètement, votre responsabilité, vous en tant que dirigeant, elle peut être engagée dans 3 situations. Lorsque vous représentez vous-même un danger pour la sécurité et la santé physique ou morale de vos pratiquants et que vous ne respectez pas donc, votre obligation d'honorabilité. Si jamais vous employez une personne qui ne respecte pas les conditions d'honorabilité ou si vous ne vous assurez pas du respect de l'obligation d'honorabilité par toutes les personnes qui sont soumises à cette obligation, ou lorsque vous ne signalez donc pas à l'administration euh, tous les comportements à risque. Donc, ce à quoi vous vous exposez, c'est une interdiction d'exercer voire même à des sanctions pénales qui peuvent aller à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende, il me semble, si ma mémoire est bonne. Je ne sais pas si je l'ai noté ici dans mes notes. Je crois que c'est ça. Voilà, donc j'arrive à bout de ma présentation. Je vous laisse me poser vos questions, si jamais. Oui, j'aurais bien une question, moi. Oui. Je ne sais pas si vous m'entendez, oui. Oui, je vous entends. S'il y a une modification, par exemple, s'il y a eu un délit, et que la FFTT est au courant, ça remonte automatiquement en ligue ou pas? Oui, en fait, lorsque nous, on est mis au courant, on lance une procédure disciplinaire. Et lorsque la personne est convoquée, il y a toujours systématiquement copie aux ligues, comités et clubs. Parce que là, actuellement, apparemment, il y a des modifications, parce que je parle pour un formateur d'arbitres, de juges arbitres. Et puis on leur demande tout un tas de dossiers sur leur contrat d'honorabilité et tout ça. Donc, normalement, s'il est connu en temps, enfin, si je veux dire, hein, s'il n'y a pas de modification, il n'y a pas de raison qu'il soit interdit. Je sais pas si je me fais De bien. modification, c'est-à-dire? Bah, si, bon, la personne, ça fait un petit bout de temps déjà qu'il est formateur et à chaque demande
d'ouverture de formation, on lui demande un extrait de casier judiciaire ou un truc comme ça. Qui c'est qui lui demande? Au niveau au niveau, c'est la Ligue ou le comité ou la FFTT, je ne sais pas, hein. À chaque fois qu'il veut faire une demande D'accord. c'est la Ah, commission. c'est peut-être parce qu'il encadre des mineurs. Parce qu'en les formations d'arbitre, tu peux avoir des mineurs. Donc, dans Ah ce oui, cadre-là, oui, mais quand on est JA, on est obligé d'être malade. parce que moi, je sais que Et quand du moment j'encadre qu'il a des stages, chaque année, on me demande effectivement mon casier d'extrait, le 2, là, du coup. Mais lui, Mais quand tu formes des arbitres et que tu as des mineurs, je dirais que c'est le même cas, hein. C'est pas choquant que chaque année, on te redemande un extrait. mais enfin, là, c'est systématique. Enfin, il forme des JA pour être JA, pour être objet. Donc, c'est systématique pour faire une situation, il faut qu'il fournisse un casier judiciaire. C'est quelle ligue? Bah, c'est la Nouvelle-Aquitaine. Ah bon? Ah, parce que écoute, moi je forme des arbitres et des juges arbitres en Nouvelle-Aquitaine et ils m'ont rien demandé, hein. Bah, là, j'ai reçu un mail tout à l'heure, là, il y a pas longtemps. En tout cas, il me C'est un semble peu pas que ce terrible. soit une obligation à ce niveau-là. Je pense juste Ouais, que dans c'est la un peu mesure où il l'initiative coche des la juges. case, dans la mesure où il coche la case arbitre, ça veut dire que le fichier est confronté, donc je vois pas Le la contrôle est fait nécessité de. annuellement. Oui. Donc, on va discuter au comité, là, mais bon, le formateur, ça peut l'embêter un peu. Enfin, on peut continuer, mais ça l'agace un peu. À chaque fois, je suis obligé de redonner un extrait de casier. Ouais, je pense que c'est une prise d'initiative de la Ligue, pour le coup. Oui, c'est bon. D'accord, merci. Sauf si éventuellement il a coché, peut-être sans faire exprès, cette case refuse le contrôle d'honorabilité. Non. Ah bah, si Non. c'est le cas, il n'a même pas le droit de. Ouais. Si c'est le cas, il n'a pas le droit, oui. Non. Ouais. Isabelle, peut-être qu'on enchaîne avec Eh bien, oui, Marie-Christine. merci Manon pour cette présentation très détaillée, bien que complexe. Alors, donc on va enchaîner justement donc sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et principalement sexuelles, que va vous présenter donc Marie-Christine avec les outils, les démarches, le process à respecter dans les différents cas. Vas-y Marie. C'est parti. Est-ce que vous voyez? Vous arrivez à voir? Alors, je vais essayer d'être assez rapide parce que je pensais qu'on finissait à 20h30. Alors, je me dis, si j'ai 5 minutes, ça va être ouf, mais je vais essayer d'être rapide. En fait, d'abord, moi, je me présente, hein, je suis Marie-Christine Auquel, je suis cadre d'État, donc fonctionnaire placé par le ministère des Sports auprès de la Fédération. Et en fait, je suis référente pour le ministère des thématiques autour de l'éthique, la déontologie et la prévention et la lutte contre toutes les formes de violence. Dans ce cadre, je suis aussi formatrice puisque en fait, je suis sur le pôle formation emploi. Voilà. Donc en fait, ce soir, je vais continuer un petit peu par rapport à l'intervention qu'a fait Manon, puisque je vais vous présenter effectivement les outils qui sont à votre disposition pour tous les élus, les dirigeants, mais autres d'ailleurs, tout bénévoles, comme tout membre de la fédération, puisqu'ils sont sur le site de la fédération, ils sont donc en accès libre sur le site de la fédération. Puis ensuite, je vais vous présenter qu'il existe une charte éthique et déontologique qui date de 2018, qui a été rédigée par la commission d'éthique et de déontologie. Vous présenter le réseau des référents éthiques et qu'il y en a un par ligue. Donc, il y a par ligue des personnes qui sont chargées d'éventuellement donc vous accompagner si vous avez besoin par rapport à tous ces sujets qui tournent autour de l'éthique, la déontologie et la prévention, voire la sensibilisation par rapport à la lutte contre les violences. Et
puis, bon, on va peut-être pas s'étendre sur les projets de 2025, mais on les avait établis. Et puis, un petit temps d'échange. Donc, je vais essayer d'être rapide et surtout synthétique, hein, si vous permettez. Et on va commencer par une visite, en fait, du site fédéral. Donc, comme je vous l'ai dit, les outils se trouvent sur le site fédéral. Et donc, moi, il faut que je me mette en diaporama. Et ici, normalement, j'y vais. Donc, en fait, sur le site fédéral, quand on arrive sur la page d'accueil, hein, la première page du site, je vais l'agrandir ici. Si on va sur FFTT, on va trouver protection des pratiquants et en cliquant sur ce lien, on va arriver sur les pages dédiées à la lutte et à la prévention contre toutes les formes de violence. On va avoir une page dédiée pour rebondir sur ce qu'a dit Manon sur l'honorabilité. Et si je clique sur honorabilité, je vais arriver sur cette page où on explique exactement ce que vous a expliqué Manon, c'est-à-dire par rapport à la prise de licence, qui doit se déclarer en tant qu'encadrant, arbitre, et comment le faire. Et aussi, on a la réglementation qui est applicable aux éducateurs sportifs professionnels, puisque si dans vos structures, vous avez des professionnels, ils doivent se déclarer sur un site du ministère pour obtenir leur carte professionnelle, qui est renouvelable tous les 5 ans, à bien vérifier. Ça fait doublon avec l'honorabilité qui est contrôlée par la fédération, sauf que là, la fédération, il y a quand même un contrôle tous les ans, donc c'est un doublon qui est quand même différent par rapport à la temporalité. Et donc, il y a donc un autre, on va dire un autre onglet, Agir contre le dopage. Il y a un onglet Prévenir les discriminations et il y a un onglet Préservation des compétitions qui est en cours de rédaction. Mais sur chacun, en fait, de ces petits onglets, vous aurez un contenu. Il y a moyen également, je reviens en arrière, d'aller sur la page principale de la fédération, si je peux. Ouais, voilà. Et d'aller sur ce site, sur la page principale, d'aller ici sur la fiche Protégeons nos pratiquants. Pourquoi? Parce que sur donc, la première affiche qu'on voit sur le site de la fédération, on va trouver, par rapport à ce qu'a dit Manon, on va trouver le numéro 119, d'accord, qui est un numéro national d'accueil pour l'enfance en danger. On va trouver le lien Signal Sport, qui est le lien du ministère, auquel cas qui est un lien donc internet ou à qui vous pouvez envoyer un mail pour signaler si vous avez été témoin ou si vous avez même un doute ou si on vous a rapporté, vous avez eu connaissance par un autre témoignage ou la parole directe d'une victime d'ailleurs, vous pouvez faire un signalement, mais c'est pas vous pouvez d'ailleurs, c'est vous devez faire un signalement sur ce lien. Il y en a d'autres parce que donc il y a aussi Colosse au pied d'argile que vous devez connaître, qui est très médiatisé. Et puis il y a aussi d'autres sites comme le Comité national contre le bizutage, puisqu'en fait les violences ne sont pas forcément comme entre un entraîneur et un athlète. On peut les avoir entre athlètes. Ça nous arrive dans certaines structures. Et de même, on peut avoir aussi un arbitre, on peut avoir un dirigeant, on peut avoir un parent qui fait un accompagnement ponctuel sur une compétition ou pour un événement. Et donc, dans ce cadre-là, on est bien sur l'obligation, comme l'a dit Manon, de signalement. Et cette obligation de signalement, vous avez sur la première page du site Internet, en fait, les liens ou les numéros auxquels vous pouvez faire ces signalements. Mais après, si je clique sur cette affiche, et c'est magique, je reviens sur la protection des pratiquants. Voilà. Et donc, sur cette page de la protection des pratiquants, on va vous indiquer, vous allez arriver sur différents outils de la fédération qui sont en fait des affiches que vous pouvez télécharger, que vous pouvez utiliser. Vous pouvez nous contacter pour obtenir ces affiches. On peut vous les envoyer également, on en a. Et ce sont des affiches que vous pouvez donc diffuser et mettre dans vos associations, dans les vestiaires, dans vos bureaux, et qui permettent d'être en fait
des alertes ou des possibilités pour la victime, si elle avait envie de parler, de comprendre qu'elle serait écoutée. Donc, on a des affiches qui sont vraiment faites à destination des enfants, qui sont Personne ne me touche, vous voyez celle-ci, par exemple, où il va y avoir les 10 commandements à respecter pour respecter l'intégrité de la personne. Il y a des affiches qui sont plus à destination en fait des dirigeants et des adultes. Et donc, toutes ces affiches, elles font partie des outils que la fédération met à disposition des dirigeants et des clubs pour leur fonctionnement. Toujours dans cette dans cette page de notre site sur la prévention et la lutte contre les violences, on a un livret qui explique vraiment de façon approfondie en fait tout ce qu'on entend par comment prévenir, comment signaler et en fonction du type de violence. Donc il y a un guide, c'est un guide que vous pouvez récupérer. Et puis il y a d'autres outils comme on peut donner ce qu'on appelle un réglosport, c'est-à-dire à chaque pratiquant, on peut lui donner cette petite règle, cette petite réglette. Je vois qu'il y en a beaucoup qui sont en train de se donner sur d'autres thématiques un petit peu partout dans les associations et le ministère en dispense. Là, ce réglosport, il permet en fait à chaque pratiquant d'évaluer comment il se sent à l'intérieur de son club. Et au cas où vous auriez des doutes, peut-être que d'utiliser ces réglosports chez un pratiquant, ça vous permettrait peut-être qu'il oserait parler et dire voilà, j'en suis là, je me sens pas bien, et après écouter la parole. Donc, en fait, on a des guides juridiques, on a un tableau qui explique ce qui se passe et quelles sont en fait les différentes procédures, qu'elles soient disciplinaires, pénales, en cas de signalement. Donc, tout est expliqué sur le site et vous avez même des petites vidéos qui sont diffusables et qui expliquent voilà, stop aux violences sexuelles. Donc, le site Internet, il est construit en fait, pour vraiment vous accompagner si vous avez des demandes. Au-delà de ça, on est disponible et vous trouverez ici les contacts. Alors, ça va changer parce que, donc, comme vous le savez, il y a eu une élection donc à la fédération, une assemblée générale élective, et donc la commission va changer. Et effectivement, les personnes là ne sont pas encore identifiées. Donc, mais en tous les cas, c'est moi, Marie-Christine, je suis toujours là et vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'envoyer un mail. Et il y a des clubs qui me contactent sur des thématiques. Alors, je vais prendre un exemple. La dernière thématique qu'on a eue, c'est un club qui se retrouve avec une personne transgenre. Elle se pose des questions sur, par exemple, comment je fais avec les vestiaires et comment je m'occupe de cette personne. Elle doit l'accueillir, elle veut l'accueillir et elle ne sait pas comment faire. Dans le cadre des préventions contre toutes les discriminations, on l'accompagne pour lui dire, voilà, il y a telle et telle démarche, il y a une charte qui existe sur ce sujet-là. Mais j'ai eu un autre club qui m'a dit, j'ai des incivilités dans mon club aujourd'hui du fait que j'accueille beaucoup de personnes et des gens qui n'ont pas forcément la culture de tennis de table. On a de plus en plus d'incivilités dans nos vestiaires et comment je peux faire pour faire diminuer ces incivilités. Donc là, c'est pareil, on va accompagner le club, il y a des possibilités pour aider les dirigeants à voir, à ce que nous, on aille le voir, ce club, et l'aider à comprendre pourquoi et comment quoi mettre en place pour diminuer ces incivilités. Donc, voilà, vous avez là sur le site à peu près tous les outils de la fédération, ce qu'on peut vous apporter, comment on peut vous aider, les personnes ressources qui pourraient vous aider. Donc, au-delà des outils, la fédération, elle permet, je vais dire, attendez, je descends, hop, voilà. Je vais vous présenter les deux outils. Au-delà des outils, la fédération a une commission, la commission éthique et déontologie, dont le but est de veiller à la bonne application de la charte dont je vous ai parlé, c'est-à-dire en sorte que les valeurs du tennis de table soient respectées. Alors, la charte, il y a un lien ici, je ne vais pas vous l'ouvrir parce qu'elle est grande, la charte, je crois qu'elle fait une 40aine de pages. Donc, mais cette charte, en fait, elle va reprendre toutes les valeurs qui sont décrites ici. Qu'est-ce que c'est que d'être pongiste?
Donc, c'est être un citoyen, c'est être irréprochable, être collectif, être compétitif, être respectueux. Et donc, la charte, elle décline un petit peu toutes ces valeurs-là. Et cette commission de déontologie, dont on va identifier les membres bientôt, eh bien, elle est là et on fait appel à elle à chaque fois qu'on entend une situation qui nous revient du terrain par rapport à un non-respect ou des comportements qui ne sont pas adéquats vis-à-vis de nos valeurs. Alors, Thomas, tu es là, Thomas? Tu m'entends, Thomas? Il est là, Thomas? Il m'entend? Oui, je t'entends. Je Ouais, remets Thomas. mon micro. Ouais, merci, Thomas. Thomas, est-ce que tu peux nous dire, par rapport à cette commission éthique et déontologie, quel est le lien qu'on fait par rapport à toutes nos procédures disciplinaires? Alors, comment la commission est saisie, par exemple? Tu vois, est-ce que c'est arrivé un cas de saisie de la commission? D'accord. Alors, la commission disciplinaire, pour répondre textuellement à ta question, désolé si je ne l'ai pas comprise, c'est Ouais. soit par la présidente du comité d'éthique de la Voilà. fédération, soit par le président de la fédération sur la demande motivée d'une commission fédérale. Il n'y a que deux possibilités pour saisir l'instance disciplinaire dans nos textes et on a convenu d'un commun accord en interne l'Olympiade précédente sur ces thématiques-là, de faire passer les dossiers par la commission d'éthique Voilà. et de faire une saisine à l'instance nationale de discipline par la présidente du comité d'éthique. Comme ça, en plus, sur la gestion de ces dossiers, il n'y a pas d'interférence politique. Alors, du coup, on n'a jamais eu trop le cas dans notre fédération, très honnêtement, mais c'est plus une forme de principe de précaution où on fait passer ces dossiers voilà, sur une instance qui est un peu plus indépendante que les autres, puisque le comité d'éthique, c'est vraiment l'instance la plus indépendante au niveau d'autres fédérations, la seule qui a une adresse mail dédiée où on n'est pas du tout en copie. Voilà, donc on les laisse vraiment travailler dans leur coin et c'est tout l'objet de ce comité. Voilà. Donc, en fait, nous, quand on a des signalements de comportements délictueux ou justement de violences qui auraient donc subi des victimes, la commission d'éthique, elle est donc au courant et c'est elle qui va, après, quand elle est saisie, voir ce qui se passe un petit peu par rapport à la saisie de la commission disciplinaire. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des outils et on a cette commission et à qui donc les signalements vont être remontés. Donc, c'est important parce que, voilà, si vous avez, il y a une adresse et si vous voulez, vous pouvez directement aussi contacter cette commission d'éthique. Si vous avez un signalement à faire, ils sont aussi à l'écoute et ils remonteront les informations pour qu'il y ait un traitement de ces informations. L'année dernière, la fédération s'est engagée à ce que dans chaque région, il y ait un référent, donc ce qu'on appelle un référent ligue éthique et déontologie et lutte contre les violences, pour avoir, on va dire, une personne ressource qui nous permette de diffuser les informations, puis après de diffuser les informations au plus près du terrain. Ça fait partie de notre volonté sur 2025 d'aller au plus près vers les clubs et au plus près vers les pratiquants. Puisque aujourd'hui, en fait, on fait des actions qui sont sur le site, des actions de communication, on traite les cas de signalement, mais au-delà de ça, on a un petit peu du mal à aller vers le terrain. On a eu des webinaires avec Colosse au pied d'argile et on essaie de voir d'autres partenaires aujourd'hui, surtout sur le cyberharcèlement. Ça fait partie des projets de 2025 et on voudrait mieux accompagner donc nos référents et dans le cadre de cette création comment on appelle ça, de ce groupe, de ces personnes ressources référentes sur les ligues, on a écrit une charte d'engagement où chaque référent s'est engagé à faire des actions de sensibilisation et surtout à accepter d'être une personne ressource pour accueillir la parole de victimes et savoir diriger les victimes. Donc, dans ce cadre-là, on est en train de voir comment former au mieux les référents sur l'accueil et l'écoute à la parole par rapport à ces victimes. Donc, aujourd'hui, nos référents, donc je dirais qu'il y en a par ligue, il y en a, donc il y a 13 ligues, on a 10 référents sur les 13 ligues qui sont des personnes qui se sont proposées et on a pour certaines ligues des ligues dont les présidents de club ont été nommés référents, mais il y a un référent par ligue et ce référent, en fait, il a vraiment vocation à
à être le lien entre nous et les territoires, même si ce n'est pas encore au plus près du pratiquant. Ça, ce sont les projets fédéraux. Et donc, très rapidement, vous montrer en quoi consiste cette charte qu'on signait 10 sur les 13, et donc on a encore à aller en chercher parce qu'on n'a pas été jusqu'au bout et on doit les relancer. Il nous en manque encore 3 à aller chercher. Et donc c'est très très simple, hein, c'est voilà, chaque référent, eh bien, il va contribuer à la lutte, il va apporter son soutien aux pratiquants, il va informer, il va former, il va être à l'écoute, il va se mobiliser et il va être proactif. Et voilà, et le champ d'action, on a bien défini les violences, le harcèlement et les discriminations. Voilà. Donc la fédération est vraiment engagée en tant que fédération en fait sur ces thématiques-là. C'est une volonté du ministère, c'est une obligation, mais au-delà de ça, on essaie vraiment d'être actif le plus possible. Il y a simplement une chose qui pourrait être importante, c'est de dire que la fédération a également l'obligation dans ses formations de mettre un petit module de plus ou moins long en fonction de la formation, de sensibilisation à la lutte contre les violences et toute forme de violence. Et dans ce cadre, si vous êtes intéressé, vous reveniez vers moi parce que je pourrais vous envoyer le lien vers la formation à distance de l'animateur fédéral qui vous permettrait de voir un petit peu, par exemple, le type de contenu dans nos formations pour nos jeunes encadrants. Donc, l'animateur fédéral, on est encore sur du bénévole. On le fait aussi sur les autres formations professionnelles. Mais là, c'est une idée. Et vous verriez un petit peu le type de contenu et le type de message que la fédération fait passer chez ses encadrants pour que, voilà, ils soient sensibilisés et qu'ils aient les bons gestes, on va dire, ou la bonne pratique vis-à-vis de la lutte contre toute forme de violence. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez mon adresse mail, vous revenez vers moi et je vous enverrai le lien. Et avec ce lien, vous pourrez faire, ça dure 15 minutes, c'est pas très long. Et voilà, ça vous permet d'avoir une idée un petit peu sur le périmètre de ce qu'on entend par la lutte et la prévention contre toutes les formes de violence. Voilà. J'ai l'impression que je suis allée à 200 à l'heure, mais je ne voulais pas être trop longue. Est-ce que vous avez des questions? En fait, il y a 2 ans, j'ai assisté à, comment dire, c'était La Voix de Sarah qui était en colloque dans le Nord, etc. Donc, elle nous avait parlé notamment de ce référent pour recueillir la parole. J'avais donc dit à l'époque, parce que bon, je travaille dans le social, donc recueillir certaines paroles, je sais ce que c'est, et des fois la difficulté. Voilà, de beaucoup de choses. Donc là, j'entendais qu'il y aurait éventuellement donc des formations, puisque ce que j'avais dit, on ne peut pas envoyer, pour moi, quelque part au casse-pipe, des bénévoles, même plein de bonne volonté, recueillir certaines paroles. Donc, elle avait dit, c'était pas forcément prévu. Donc là, pour ces référents-là, il y a une formation qui serait prévue. D'accord. Oui, voilà, on est avec un partenaire, on attend qu'ils reviennent vers nous, mais l'idée est vraiment d'axer sur comment aider les référents à mieux accueillir la parole, ou bien accueillir la parole, surtout qu'on sait que la première parole, elle arrive, on ne maîtrise pas quand elle arrive, donc il faut s'y préparer et il faut bien écouter. Et notamment, on voit avec e-enfance, notamment parce que e-enfance a la proposition de recueillir, de former à la recueil de cette parole et surtout de l'enregistrer pour ne pas demander à la victime de répéter et répéter et répéter ce qui a été peut-être traumatisant, de le garder parce que elle est enregistrée et tu portes plainte ou tu vas au bout de la procédure que tu as envie quand tu veux. Mais ça reste là. Et donc, c'est un peu l'idée par rapport aux enfants pour ne pas avoir un petit peu à ressasser voilà, et de recommencer. Donc, on est en train de voir avec eux si on peut faire cette formation. Après, si vous êtes intéressé, parce que je pense que si on fait la formation, je veux dire, elle peut être ouverte à des personnes qui seraient intéressées sur la thématique. Tout à fait. Mais et puis aussi, moi, je pense aux personnes qui reçoivent. Aussi. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans le social et voilà, il y a certains parcours quand même très, très, très compliqués. Il faut savoir vivre avec après.
Et tout à ça fait. aussi, je pense que dans la formation, il faut, parce que des fois, on entend des choses Oui, c'est pas lourd. simples. C'est très lourd. Donc, il Oui, faut oui. aussi, soit en tant que bénévole, savoir le vivre avec et dormir. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, il y a aussi cette prise en charge, effectivement, de la parole qui reçoit la parole, la personne qui reçoit la parole. Tout à fait. Oui, oui. Mais bon, si vous êtes intéressé, il faut revenir vers nous, hein, parce que nous, on n'a aucun souci, vers moi, me dire, ben voilà, s'il y a la formation, je suis intéressée et je prendrai note. Hein. Alors, je sais que le webinaire, il est enregistré. Ce que je ne sais pas, c'est si nos PowerPoint sont visibles dessus ou si on aura à les transmettre. Je ne sais pas comment fonctionnent d'habitude les webinaires. Isabelle, tu sais? Aucune idée, on verra. Bon, en tous les cas, moi, le mien, il y sera à disposition. Je pourrai vous le transmettre sans souci. Ok, ça marche. C'est Lubin qui, en principe, va gérer cette fin, je pense. Lubin ou Thibaut qui gère cette partie-là. D'accord. Ok, ben c'était une belle soirée avec des sujets pas faciles, mais très intéressants. Surtout très instructifs par rapport à tout ce qui relève de la responsabilité. Bon, enfin, des choses importantes à savoir, quoi. Voilà, je remercie les trois intervenants, Thomas, Manon et puis Marie-Christine, d'avoir partagé ces informations. Et puis, de toutes les manières, je vous donne rendez-vous au prochain webinaire, le numéro 5. On vous fera on fera une communication pour rappeler le thème et la date. Voilà, ben, je vous souhaite une bonne soirée, bonne fin de soirée Merci surtout. à vous de nous avoir écoutés pendant 2 heures environ. Donc, merci à vous. C'est sympa. Ouais, merci beaucoup. C'était très riche, hein, plein d'informations. Oui. Très bien. À digérer maintenant. Oui, il faut digérer. Belle soirée à Merci. tous. Belle soirée. Bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.